Cette vidéo est une vidéo d'introduction à la programmation dynamique et ou à la mémorisation. Je reviendrai plus tard sur le vocabulaire. Donc c'est un paradigme d'algorithmique et de programmation qui est très utilisé, notamment en optimisation. Pour ça, il faut bien comprendre ce que sont les tableaux, la récursivité, la complexité des algorithmes. Donc, il y a énormément d'exemples, je ferai d'autres vidéos avec des exemples. Là, le but, c'est de comprendre les notions qui sont mises en jeu. Pour l'introduction, je vais considérer là 7 fonctions A, B, C, D, E, F, G qui sont interdépendantes. A dépend le calcul de A de X, dépend du calcul de B de X et de C de X, etc. Donc là, j'ai juste mis des plus et des trucs très simples, mais il faut imaginer quelque chose de plus compliqué. C'est-à-dire pour calculer A, on a besoin de B de X et de C de X et on fait un calcul pour calculer A. Pas un truc, parce que là, on pourrait résoudre assez facilement pour avoir le résultat directement. Donc si j'appelle ça comme ça, quand je vais appeler A de X, qu'est-ce qui va se passer? Ça va appeler B de X et C de X. Pour B de X, ça va appeler D de X, C de X, E de X, etc. Et donc l'arbre de tous les calculs, c'est celui qui est ici. Et donc le calcul de C de X est fait 2 fois, le calcul de E de X est fait 3 fois, et le calcul de F de X est fait 3 fois. Et donc si c'est des choses qui sont un peu longues à calculer, ça fait de la redondance de calcul. Et donc le but de la programmation dynamique, c'est d'éviter ces redondances de calcul en stockant les résultats des fonctions intermédiaires dans une structure de données qui peut être un tableau, une map, un dictionnaire, enfin ce qu'on veut, pour ne pas avoir à le recalculer quand c'est long. Alors il y a deux approches, il y a une approche ascendante et une approche descendante. Alors d'abord l'approche descendante qui est un peu on découvre et on calcule à la demande et on stocke les résultats qu'on a. Donc par exemple je vais regarder pour calculer A de X, j'ai besoin de calculer B de X et C de X. Donc je vais d'abord dire je vais calculer B de X. Je ne l'ai pas encore calculé. Donc on va stocker les résultats intermédiaires. Pour calculer B de X, j'ai besoin de calculer D de X, C de X et E de X. D de X, est-ce que j'ai déjà calculé? Non. Donc je vais regarder. Pour calculer D de X, j'ai besoin de G de X. G de X, est-ce que j'ai déjà calculé? Non. Est-ce que je peux le calculer? Oui. Je vais calculer le résultat de G de X et je le stocke. Et donc sur mon dessin, je représente ça en utilisant un rectangle un peu orangé comme ça pour dire les valeurs que j'ai déjà calculées. Maintenant que j'ai G de X, je peux calculer D de X, c'est déjà calculé et je vais mémoriser le résultat de D de X. Je veux calculer B, et bien maintenant il faut que je calcule C de X. C de X, je ne l'ai pas encore calculé. Pour ça, j'ai besoin de calculer E de X. Pour calculer E de X, j'ai besoin de calculer F de X. Je calcule F de X, ce qui me permet d'en déduire E de X, puis C de X, et je stocke ces résultats en mémoire. Maintenant, pour calculer B de X, il me manque E de X. Est-ce que je vais le recalculer? Non, parce que je l'ai en mémoire. Et donc, pour calculer E de X, je vais directement reprendre le résultat que j'ai mémorisé. Maintenant, je connais B de X. Il me manque C de X pour calculer A. C de X, je ne vais pas le recalculer parce que j'ai stocké ce résultat en mémoire quelque part et donc je vais lui... Alors bien sûr, tout ça, c'est un petit peu, ça peut être un peu technique, des fois c'est simple à mettre en place. Ça nécessite de faire plein de tests sur des valeurs, mais si on sait qu'il va y avoir de la redondance de calcul, ça évite de refaire des calculs. Alors l'autre approche qui est l'approche ascendante, et c'est celle-là qui est très utilisée en optimisation, nécessite de connaître mieux la structure du graphe et des dépendances qui existent. La descendante, on peut faire ça un petit peu naïvement, on ne sait pas trop ce qui se passe, on va juste stocker les résultats à chaque fois. Quand on est dans la version ascendante, il faut connaître la structure. Donc là, c'est l'arbre des calculs, donc plutôt que de représenter ça sous un arbre de calcul, je vais fusionner les sommets qui sont ensemble et j'obtiens un DAG, c'est-à-dire un graphe acyclique des dépendances des différents calculs. Et je vais avancer pour calculer A de X, je vais calculer à partir du bas, c'est-à-dire des choses qui ont le moins de dépendance, et remonter petit à petit pour trouver la valeur de A de X. Et donc je vais commencer par exemple par F, donc je commence soit par F, soit par G, bon ça c'est des choix d'implémentation. Après je vais calculer G, donc comme j'ai calculé F, je pourrais aussi calculer E, mais voilà, on calcule toujours une valeur qu'on peut calculer en remontant à partir du bas. Donc par exemple D, puis E, donc là je peux calculer C, puis maintenant B, et puis j'ai calculé. Donc c'est une technique, cette technique ascendante nécessite une meilleure compréhension de ce qui se passe, mais plus d'efficacité, parce que comme on sait ce qu'on a calculé, pas calculé, on n'a pas besoin de faire des tests à chaque fois. Alors, un exemple illustratif qui est souvent utilisé, c'est la suite de Fibonacci que je vais prendre parce qu'elle est très simple. Et comme pour l'exemple d'avant, la bonne façon de calculer une valeur de la suite de Fibonacci, c'est de résoudre ça avec des suites doublement récurrentes. On résout l'équation du second degré et en utilisant de l'exponentiation rapide, on a un résultat en log n. Mais là, je vais regarder, on peut penser à un truc doublement récurrent, mais plus compliqué, on ne sait pas le résoudre mathématiquement, comment on ferait. Donc, si on fait quelque chose de naïf comme ça,
de Fibonacci. Évidemment, c'est correct au sens algorithmique du terme, ça donne le bon résultat, mais la complexité est horrible. Pourquoi? Parce que quand je vais calculer U5, je vais calculer U4, U3. Pour calculer U4, j'ai besoin de U3, U2, etc. de tout ce que j'ai besoin de calculer. Et ce qu'on voit, c'est que U3, on va le calculer 2 fois, U2 3 fois, U4 une fois, etc. Alors pourquoi je mets cet exemple et pourquoi on parle aussi de programmation dynamique? C'est que le graphe là de dépendance des variables, qui est ici, il dépend de la valeur d'entrée. Sur l'exemple introductif que j'avais fait, quelle que soit la valeur de x, j'avais le même graphe. Donc je peux remonter et coder en dur, si je veux, dans mon code, le DAG. Tandis que là, à chaque fois, le graphe est dépendant de la valeur d'entrée. Et donc c'est ça, pour ça qu'on parle de programmation dynamique, parce qu'on va s'adapter dynamiquement à l'entrée pour savoir ce qu'on stocke. Si je fais la fonction comme ça, naïvement, on peut calculer que la complexité, c'est exponentielle par rapport à la valeur de n. Alors que le graphe de dépendance est comme ça, donc je vais donner après des fonctions qui utilisent ça. Donc soit une version descendante où on va stocker en mémoire les valeurs qu'on trouve, soit une valeur ascendante où on va stocker à partir du bas U0, U1, puis de U0, U1 on va calculer U2, puis U3, puis U4, puis U5. Ce qui donne des algos en complexité linéaire par rapport à la valeur de n. Donc bien moins bien que log n, mais beaucoup mieux que R puissance n. Voilà les trois façons, je les écris en Python, ça se lit bien. Donc là, la version naïve où je fais les appels récursifs. Là, la version descendante où en fait je vais avoir un dictionnaire qui code les valeurs de n déjà calculées. Donc initialement, quand je vais appeler, regardez à droite ici, je vais mettre pour la valeur 0, c'est 1. Donc U0 vaut 1 et U1 vaut 1. Et qu'est-ce que je fais à chaque fois que j'ai besoin de calculer une valeur? Je regarde, est-ce qu'il est dans mon tableau de résultats? Est-ce que je l'ai déjà calculé? Donc si je l'ai déjà calculé, je retourne la valeur que j'ai calculée. Sinon, je vais le calculer comme ça en appelant récursivement. Et chaque fois, ça va revérifier si ça a déjà calculé et mettre à jour le résultat. Et là, la version ascendante, où je sais que les valeurs que je vais calculer, c'est U0, U1, U2, etc. Et je vais les calculer une à une dans un tableau de taille n. Et la table crochet I, c'est UI. Donc table de 0 vaut 1, table de 1 vaut 1, c'est U0 qui vaut 1 et U1 qui vaut 1. Et je vais remplir le tableau petit à petit, d'abord avec la case 2 en faisant la somme des deux cases d'avant, puis la case 3 en faisant la somme des deux cases d'avant, exactement ce qu'on fait à la main quand on veut calculer Fibonacci. Et je retourne la valeur des deux dernières cases pour avoir... Donc si je lance par exemple avec n égale 30, donc je trouve le même résultat pour les trois, heureusement, ça met à peu près un tiers de seconde pour la version récursive naïve et de l'ordre de 10-5 secondes pour les deux autres versions de type programmation dynamique descendante ou ascendante. Et si je mets 38, j'obtiens 16 secondes et puis toujours de l'ordre de 10-5 pour les deux autres, donc bien moins bien. Et si je montais, alors j'ai pas le calcul là, mais à 45-50, cette version commencerait à pas marcher du tout. Alors, l'approche ascendante qu'on a vue juste avant avec un tableau, c'est un peu plus technique à mettre en place parce qu'il faut bien savoir dans quel ordre calculer les choses, avoir les dépendances, etc. Mais c'est souvent plus efficace. Et elle est très utilisée justement en optimisation. Et l'approche ascendante toujours, parfois on peut même l'optimiser parce que comme on sait bien comment ça se produit, on n'a pas besoin, le graphe de dépendance fait qu'on peut oublier certaines valeurs du DAG. Par exemple, si je reviens sur mon DAG tout au début, ici, mon graphe acyclique, en fait, une fois que j'ai calculé f de x et g de x et que j'ai calculé d de x et e de x, ça, g de x et f de x, je peux les oublier. Et une fois que j'ai calculé c de x et b de x, je peux oublier les valeurs qui sont ici. Quand c'est dynamique, comme ça, des fois, on peut oublier des choses s'il n'y a pas une flèche. Il ne faut pas qu'il y ait une flèche de a de x qui redescende vers des trucs plus bas, qui permettent de ne pas tout mémoriser. Donc, par exemple, pour Fibonacci, on peut le faire en gardant en mémoire que les deux valeurs d'avant de façon cyclique. Comme ça, et donc on n'a besoin que de 3 variables. Alors je reviens sur le vocabulaire comme je disais au début. Donc quand on est dans ce cadre de programmation dynamique, ce qu'on fait c'est de mémoriser des résultats plutôt que de les recalculer. Alors souvent, moi c'est comme ça que je l'ai appris, on parle, quand on est dans la version top-down, c'est-à-dire descendante, on parle de mémorisation. Et quand c'est bottom-up, on construit les solutions depuis du bas, on parle de programmation dynamique. Quand je lis le programme, par exemple, de prépa de MP2I, j'ai aussi l'impression, MPI de MP2I, que c'est comme ça que c'est pensé et ce vocabulaire-là qui est utilisé. On trouve cependant d'autres vocabulaires. Des fois, on parle pour les deux techniques de programmation dynamique en général, et on va parler de mémorisation quand c'est descendant et de tabulation, parce qu'on utilise des tableaux. Alors des fois à 2 dimensions quand c'est ascendant ou à plus de dimensions. Et des fois on parle de programmation comme je l'ai fait dans cette vidéo, dynamique descendante et de programmation dynamique ascendante. Mais voilà, ce qui est important c'est de savoir qu'il y a les deux notions qui existent. Alors un autre petit exemple, si on veut compter par exemple les arbres binaires.
je veux compter combien il existe d'arbres binaires où je distingue le fils droit du fils gauche. Donc là encore, on peut résoudre mathématiquement ce cas-là, mais c'est pour illustrer encore le principe de programmation dynamique. Donc on appelle AN le nombre d'arbres binaires à n nœuds, et ce qu'on peut voir, donc le nombre d'arbres binaires vides, il y en a un, le nombre d'arbres binaires avec une seule feuille, il n'y en a qu'un, un seul nœud c'est 1, et le nombre, quand on prend un n plus grand, comment je construis un arbre binaire? Je mets un sommet et puis je mets un sous-arbre gauche, éventuellement vide, et un sous-arbre droit. Donc là, je vais mettre un sous-arbre gauche de taille K et l'autre est forcément de taille N-1 moins K. Parce que j'ai un sommet là et la somme de tous les sommets doit faire. Et donc, comme il n'y a aucun arbre qu'on compte deux fois et qu'on les a tous comme ça, par un argument combinatoire, on a que AN, ça vaut la somme de K égale 0 à N-1 des AK fois AN-1 moins K. AN, c'est ce qu'on appelle les nombres de catalogue. Donc j'ai une vidéo qui parle un peu de ça, de comment les générer. Si vous voulez aléatoirement, vous pouvez cliquer en haut. Là, ce qui nous intéresse, c'est juste, on s'en fiche maintenant des arbres binaires, on a une équation qui est comme ça. Alors, j'ai fait un code comme ça récursif naïf, c'est-à-dire, si n vaut 0 ou n vaut 1, je retourne 1, et sinon, je retourne la somme des AK à n-1 moins k, avec une petite boucle et je retourne le résultat. Et on peut le faire en programmation dynamique ascendante, en tabulation, en programmation dynamique, où on va avoir le tableau res qui est pour le tableau des AI, comme ça, donc on alloue la mémoire. Res de 0, c'est A0 qui vaut 1, res de 1, c'est 1 qui vaut 1. Et chaque fois, je vais calculer A2, donc à partir de A0 et A1, mais stocké dans le tableau, pour pas les recalculer, parce que là, on va recalculer à chaque fois. Et je retourne le résultat fini. Et donc, si on lance ça sur une machine assez classique, qui n'a rien de très performante, pour des petites valeurs de n, ça marche bien dans les deux cas, mais très vite, quand on le fait en récursif, ça explose. Donc déjà, pour 21, ça met 15 secondes, et on reste toujours avec 10-3 secondes, avec la programmation dynamique. Donc pour 100, alors je ne sais plus bien comment j'ai estimé, peu importe si c'est pas 10 puissance 40, de toute façon, c'est trop long à calculer. Et là, on peut aller beaucoup plus loin avec la programmation dynamique. Modulo, quand même, pour être honnête, les problèmes de dépassement mémoire, c'est-à-dire que les entiers, les AN, ils sont très très grands, en grosso modo, c'est du 4 puissance n sur n ou racine de n, je ne sais plus l'ordre de grandeur de AN, et ça croît très vite, et donc on a un dépassement mémoire qui est rapide. Donc là, je reste sur les entiers cycliques, donc c'est pas le bon résultat que je calcule, mais c'est pour montrer, juste sur les additions, etc., le temps de calcul. Alors en conclusion, et je ferai d'autres vidéos avec d'autres exemples, vous pouvez en trouver plein sur internet, la programmation dynamique, il faut y penser dès qu'on a de la récursivité pour pas faire de redondance de calcul, surtout que ça peut très vite exploser, devenir exponentiel sur les temps de calcul. En optimisation, c'est très utilisé, il y a tout un vocabulaire sur décomposition d'un problème en sous-structure optimale, etc. pour construire. Et c'est très utilisé aussi, par exemple, alors pas que, mais sur des problèmes de graphes. On veut trouver les plus courts chemins. L'algorithme de Floyd-Warshall, c'est typiquement sur un tableau à deux dimensions de la programmation dynamique. À savoir, c'est que dans certains langages de programmation, on peut faire de la programmation dynamique descendante sans avoir à se fatiguer, juste avec des décorateurs. Donc par exemple, en Python, si on importe le module qui est là c'est Fibonacci en récursif naïf. Si je rajoute le décorateur en haut là, il va se charger lui-même de mettre en cache, c'est-à-dire de mettre en mémoire les différentes valeurs d'avant pour pas avoir à les recalculer. Attention, il faut le faire que quand c'est utile pour pas utiliser trop d'espace mémoire, puis sinon ça ralentit un peu le code si c'est pas utile. Mais voilà, des fois c'est très très simple, on met ça et toc, ça marche.